c'est marrant, elles sont pas encore le secondaire et les rejetons. Ouais. Il y a plus de 40 ans, Yves et Béatrice Dufour ont quitté le nord de la France pour s'installer dans la Drôme des collines. Ils y ont fondé une miellerie de 150 ruches et y ont vécu avec leurs 6 enfants. Alors que la miellerie était sur le point de disparaître, Jean, le dernier né, a décidé de reprendre l'affaire. Après plusieurs années d'absence et d'errance, le voici de retour dans sa maison natale, à la tête de l'entreprise familiale, les ruchers de Saint-Joseph. Jean, je l'accompagne, quoi. Alors lui fait l'essentiel et j'allais dire je suis la petite main. Alors je pourrais pas tenir le rythme quand même parce que les années s'ajoutent. Et puis que lui il faut qu'il grandisse, hein, et que moi je diminue. Un vrai bonheur pour un père. Je suis là pour créer toutes les conditions les plus favorisantes possibles, quoi. Parce que Jean démarre petit quand même, petit. Et dans le monde aujourd'hui, c'est une gageure quelquefois. Et donc, c'est Jean qui a apporté la réponse. Par son comportement, par son engagement. Par son engagement. Je peux dire qu'il a relevé le défi. Voilà. C'est qui l'a piqué ma femme bien. C'est ici, papa. C'est toi qui l'as pris? Ouais, je viens de l'allumer là. Pour toi. Et je t'en avais préparé une, non? Ouais, mais je te l'ai préparé pour toi là. Ah, ça, j'apprécie beaucoup. Ça, c'est un vrai fils. C'est vrai parce que c'est toujours un peu casse-pied d'allumer cette... Je t'ai fait comme tu l'aimes. Ah, merci. Avec des petites herbes. Toute fraîche. Merci. On va pas Une belle fumée un peu lourde comme ça. On va vigiler toujours. Je vais chercher là-haut. Un essaim comme ça qui se développe, c'est génial, quoi. C'est les premiers essaims que je fais de ma vie, quoi. À la sortie de l'hiver, tel un berger des abeilles, Jean vient vérifier leur état de santé. Certaines ruches sont prêtes pour le printemps, d'autres sont plus fragiles. Depuis quelques années, avec l'apparition de nouveaux parasites et l'utilisation massive de pesticides, les abeilles sont particulièrement en danger. Aujourd'hui, l'apiculteur n'est pas seulement présent pour récolter le miel, mais il doit aussi pour protéger les abeilles, les soigner. Parfois,
Pour sauver le rucher, il faut détruire une ruche trop contaminée par des parasites. C'est la première ruche que je regarde brûler. On est quand même censé... on les voit progresser, on les voit vivre. Notre joie, c'est de les voir des colonies fortes qui grandissent. Une fois qu'on doit... on doit bien les protéger, quoi. C'est toujours dur à faire. Je me suis rendu compte que c'était ce qu'il y avait de plus beau, quoi, de partager et de reprendre, de pousser une tradition, d'emmener un amour, quoi, à un moment donné, de mon père, quoi, plus loin, quoi, un petit peu plus loin. Mon père a un amour très particulier avec les abeilles. Mon père est un bourgeois et il devient apiculteur. Et c'est quand même deux univers très très différents. Moi, je vois qu'il a une vision de tout ça très romantique, on va dire. C'est un poète de l'apiculture. Quelque part, je ne serai jamais aussi bien que mon père. Je ne serai jamais. Mais je le sais et j'ai pas de problème avec ça. Je sais que je serai autre chose. Mais on peut vraiment jamais se comparer. Enfin, on est vraiment dans une continuité. Avec mon père, on s'entend très bien et mon père a cette classe de prince, je dirais un peu parce que il sait se mettre en dessous, quoi. Même s'il est quand même au-dessus, mine de rien. Et il sait prendre, se reconnaître pauvre, quoi. Et ça, c'est des grandes leçons. Chaque instant avec mon père, c'est des leçons, quoi. Qu'est-ce que c'est ton installation? C'est pour l'alimentation. Ah oui, par derrière. J'ai mis ça ici au cas où. C'est toujours utile d'avoir une sortie. Et ça marche, hein? Oh, vérification. Elle ne me fait pas écouter. Ah, tu m'as eu. Oh purée. Est-ce que j'attendais ça de mon fils? Le lieu ici s'appelle Rien. Sur la carte d'état-major, il est marqué Rien. On n'avait aucun projet. Ça nous a plu. On a trouvé que ça valait le coup de l'acheter. Et puis on verra. Oui, mais intérieurement, on n'était pas satisfait de ce qu'on vivait. Toi, tu étais assureur à l'époque et tu en avais vraiment marre de ton métier, d'être dans un bureau tout le temps. Tu commençais à rêver d'un métier de tes mains, de vivre d'un métier de tes mains, souviens-toi. Et en plus, on était dans un militantisme en maison de jeunes, très 68 arts, voilà, et on en avait... On ne voyait pas d'issue à ce militantisme, on ne voyait pas où ça nous menait, on commençait à être très déçus. Comment ça s'est passé d'être arrivé au village? Alors on peut dire que c'est le hasard, hein, c'est le hasard qui nous a fait trouver ce coin et en arrivant ici, il n'y avait qu'une ruine mais un coup de foudre extraordinaire pour le coin, l'environnement, sans savoir ce qu'on allait en faire. Au bout de quelques mois on est revenu, on était très accueillis par les gens de la ferme, ils nous attendaient. Comment tu es venu à l'apiculture? Oui. En 1966, mon beau-père m'a orienté sur l'assurance. Et j'ai pratiqué le métier d'agent d'assurance jusqu'en fin 1980. Ce métier, je ne l'avais pas choisi, je l'ai vécu par obéissance pour lui, mon beau-père. Et puis, pendant tout ce temps, nous avons trouvé ce coin de pays où nous sommes venus vivre. J'ai été partagé entre le maraîchage et l'apiculture, mais très vite j'ai compris que seule l'apiculture pourrait nous faire vivre. On cherchait le bonheur tous azimuts, tous azimuts. Moi j'avais
une stérilité de 10 ans. Et pendant ces temps de stérilité, j'ai vraiment... c'est-à-dire que c'était comme d'un seul coup, tous justement les projets de vie qu'on peut avoir en se mariant, on rêvait d'une famille nombreuse, ce projet avorté, puisque j'ai été blessée par la parole d'un médecin qui m'a dit « Madame, vous ne pourrez plus avoir d'enfants », et 10 ans de stérilité qui ont suivi cette parole qui était stérilisante complètement, une parole un peu comme de malédiction, quoi. Hein. Et donc là, il fallait trouver un autre sens à la vie, puisque... Voilà. Alors c'est vrai qu'on s'est tourné vers l'adoption d'enfants à ce moment-là, parce qu'on n'arrivait pas à imaginer la vie sans enfants. Donc on a commencé à adopter Nicolas, un petit Algérien qui venait de la DAS de Marseille. Et on a eu une petite fille indienne de chez Mère Teresa, des orphelinats de Calcutta. Et après, on nous a demandé si on ne voulait pas adopter une petite fille handicapée. Voilà. Mais la quête restait toujours là et elle était inassouvie. On accueillait beaucoup de jeunes ici, on accueillait des paumés, on essayait de mettre de la charité dans notre vie. Mais en même temps, on n'avait pas de plénitude et ce bonheur n'était pas là, quoi. Emmanuelle, la fille aînée, s'est installée sur la colline voisine de celle de ses parents. Elle travaille dans l'entreprise apicole de son mari Bruno, la Mielerie Saint-Joseph. Elle se souvient de l'arrivée de ses frères et sœurs adoptifs. Alors j'avais 8 ans quand Nicolas est arrivé, donc j'ai vécu, il faut donc comprendre que j'ai vécu 8 ans toute seule, donc seule dans un monde d'adultes. Voilà. Et donc du coup mes parents m'ont beaucoup m'ont emmené partout et m'ont toujours fait part de leurs réflexions. Après quand j'avais 7 ans, 8 ans justement, j'étais plus à même de comprendre leur démarche d'adoption justement. Ils ont commencé l'adoption à ce moment-là et donc ils m'ont vraiment toujours partagé et m'ont demandé mon avis, toujours. Finalement donc Nicolas est venu à la maison. Donc voilà. Et le jour où il est arrivé, on est allé le chercher à Marseille. C'était une grande joie, parce qu'enfin, j'avais un petit frère qui arrivait. Et des amis qui m'ont connu avant d'avoir mon petit frère et après m'ont dit tu étais une petite fille assez triste quand même. J'étais pas quelqu'un de très expansive, très timide. J'étais très timide et pas confiance en moi, donc tout le temps auprès de mes parents, notamment de ma mère, quoi, beaucoup. Et ils m'ont dit le jour où tu as eu ton frère et puis ensuite tes sœurs, quoi, qui sont arrivées, tu t'es ouverte. Tu t'es ouverte et tu t'es mis à sourire plus spontanément. Et paraît-il qu'il y a eu un changement radical. Moi, je ne m'en rappelle pas. Hein, je me rappelle que j'étais heureuse d'avoir des frères et sœurs, mais je ne me rappelle pas en moi de ce changement. Mais voilà, d'après les gens autour de moi, c'est que ça m'a transformée. J'étais heureuse d'avoir des enfants, ça occupait le terrain, ça occupait l'espace, on sent moins le vide en soi, donc ça très bien. Mais je pense que je ne savais pas les aimer. Et j'étais centrée sur moi. Donc là, d'un seul coup, voilà, j'étais à leur écoute, je donnais du temps pour eux, j'ai appris à faire la cuisine pour eux. Et puis tant de choses, ce qui m'apparaissait des corvées, aller les conduire à l'école et à des différentes activités, ça mangeait mon temps. Avant c'était toujours mon temps, il faut que je garde mon temps, il faut... voilà. Et alors un jour je dis à mon mari, genre, on en a assez de toutes ces recherches, et voilà. Et il me dit, écoute Béatrice, la vérité elle est dans l'évangile. Et il me dit ça avec vraiment conviction, la vérité elle est dans l'évangile. Je vais chercher à ce moment-là un vieux semainier qu'on avait, où on a l'évangile du jour, et on ouvre le semainier au jour, voilà, on était le 23 décembre, 3 jours avant Noël, et donc on lit cette parole, c'est Yves qui l'a dit, et c'était l'Annonciation. Alors on lit ça, et Yves dit ça, et à la fin, je ne sais pas pourquoi, je répète après lui, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Je reprends la parole, la réponse merveilleuse de Marie, mais je n'étais pas du tout en extase.
Et j'étais fatiguée, mais je répète ça, je dis voilà, et que tout se passe pour moi selon ta parole. Et je vais me coucher, et dans la nuit, je suis réveillée par une douleur dans le bas-ventre, puis plus rien, je me rendors. Et le lendemain matin, force était de constater que un signe physiologique de ma guérison était donné, avec un retour de mon cycle. Ça a été un alléluia extraordinaire. J'étais absolument sûre, avec la parole reçue de l'Annonciation, de ce texte de l'Annonciation, où on parle d'Élisabeth, celle qu'on appelle, entre guillemets, la stérile. Voilà, parce que rien n'est impossible à Dieu, l'ange qui donne cette parole à Marie. Et donc, cette guérison qui arrive, alors qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de thérapie à ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Et ce signe que j'avais demandé à Dieu, pour moi, il était clair, quoi. C'était Dieu qui venait maintenant, par sa parole, me guérir. Je dirais que la guérison physique, c'était un grand cadeau, mais c'est du bonheur en plus, c'est pas essentiel. Ce qui était essentiel, c'est d'avoir découvert que, malgré mon péché, malgré ma pauvreté que j'ai vu mon néant, j'ai vu que tous mes actes étaient intéressés en une seconde, en un éclair, devant l'amour infini, on pèse pas lourd. Et j'ai vraiment vu que j'étais rien du tout, mais que j'étais aimée. Alors ça, c'est la grande expérience, et ça, c'est, je veux dire, ça, c'est la guérison. La guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison de... Voilà. À la suite de cette guérison inattendue, la ruche familiale s'agrandit. Béatrice donnera naissance à 2 garçons. Jean est le dernier arrivé de la famille. Yves et Béatrice ont désormais 6 enfants, 3 enfants naturels et 3 enfants adoptifs. Pour les enfants, oui, je me rends compte qu'il y a eu des manques, quoi. Et tu as accompagné beaucoup tes enfants quand même, mais dans des activités, dans des choses, mais l'autorité, disons, mais j'ai manqué d'autorité, ça c'est clair. Difficile pour toi. Béatrice aurait certainement été très très soulagée, s'il y avait eu cette autorité. Et donc, à la mesure de ce qu'elle est, elle a essayé d'apporter ce qui manquait ou pas. Mais voilà, on a vécu, on vit avec nos handicaps, hein, nos pauvretés. Et pour les enfants, oui, je me rends compte qu'il y a eu des manques, quoi. C'était un écartèlement pour moi, ce truc. C'est sentant qu'il avait besoin et j'y arrivais pas. C'était même une souffrance. Oui. Adoptée par Yves et Béatrice, Marie-Maya est désormais mère de 3 enfants. Ne pas connaître ses parents d'origine reste pour Marie-Maya une blessure. La photographie est le moyen pour elle d'arrêter le temps. Par ses photos, la réalisation d'albums de famille, de diaporamas, Marie-Maya est devenue en quelque sorte la mémoire de sa famille adoptive. C'est maman qui avait l'autorité. Papa, il l'avait quand même pour certains trucs. Hein. Mais les trucs hyper sérieux, hyper graves, c'est dans mon bureau. Non, on en rigole. Mais il y a des trucs ouais, super graves, enfin qui pour l'époque étaient super graves. Mais voilà, on avait quand même cette crainte, ce que je vois, la génération de maintenant, crainte du père, ils l'ont pas trop, quoi. Hein. Mais il y avait quand même une crainte, quoi, parce que, je sais pas, puis on avait le respect, quoi, par rapport au père, par rapport aux parents. Mais cette autorité, là, je vois très bien de quoi il parle et ouais, c'est vrai que ça a manqué, quoi. Parce que justement, le fait de ne pas avoir cette autorité, ça ne nous a pas protégés sur certaines choses, quoi. Une fermeté qu'il a du mal à avoir, quoi, qu'il n'a pas, quoi.
c'est la faute à personne, hein. Enfin, je veux dire, mis à part... parce que même si t'es enfant, même si t'es ado, même si t'as été adopté, même si t'as eu un handicap, même si tralala, je veux dire, c'est... Ils sont pas responsables, quoi. À la rigueur, je peux dire, leur seule responsabilité, c'est peut-être d'avoir trop aimé, quoi. Je sais pas. Non, mais quelque part, moi, je me rappelle qu'ado... je disais, je me rappelle un jour, je me suis énervée sur maman, je lui dis mais arrête avec ton amour, je suis en train de faire une overdose, quoi. Laisse-moi faire mes conneries, quoi. Parce que j'en ai besoin, quoi. Donc voilà, à la rigueur, ouais, peut-être trop d'amour. Mais c'est pas de l'amour étouffant, mais c'est trop de pardon, c'est pas trop bon non plus, quoi. C'est pas bien ce que je dis, mais... Non, mais voilà, quoi, il y a un moment, il aurait peut-être fallu nous faire la gueule un peu plus souvent pour qu'on gamberge un peu dans notre tête, quoi. Ouais, je pense que c'est peut-être ça qui a manqué. Pour qu'on puisse prendre du recul et se retrouver un peu seul. Je me sens vraiment fils prodigue dans ma vie, quoi. Enfin, j'ai refusé, j'ai demandé les capitaux, quoi. J'ai demandé le solde de mon compte, enfin l'héritage, quoi. J'ai pris l'héritage et j'ai voulu le dilapider, quoi. Je l'ai dilapidé, quoi. Pas le capital de mon père, quoi, mais le capital de mon père des cieux, quoi. C'est vraiment ça, hein. J'ai vraiment pris un capital qui était de l'ordre spirituel et qui me donnait une aisance dans le monde, quoi, plus grande que le commun des... Enfin, que d'autres personnes qui n'avaient pas eu ce capital. J'avais vraiment un capital face à eux, quoi. Capital spirituel, quoi. Et je l'ai complètement dilapidé, quoi. Je l'ai jeté en pâture, pour vivre avec les cochons, quoi. C'était ça, quoi. Ah oui, c'est vraiment ça. Comme parents, on a quand même traversé pas mal de galères, de difficultés, avec des enfants qui étaient en souffrance. Et Jean a fait partie de ces enfants qui étaient en souffrance. Et donc aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment l'enfant prodigue. Et c'est un bonheur incroyable de le voir s'épanouir, de voir combien l'éducation nationale n'a pas été capable d'accueillir ce type d'enfant qui était original, qui était différent des autres, et qu'on a été impuissant. On a tout fait pour lui, on a tenté des tas d'expériences, au niveau de la dyslexie, au niveau de différentes choses. Vraiment, on n'a pas cessé de chercher des lieux qui allaient pouvoir comprendre cet enfant. Il est allé en Suisse, on a essayé de trouver des écoles qui s'adaptaient, et ça n'a jamais marché. Et c'était un échec. Il était très malheureux, il souffrait beaucoup. Et bien, être une présence à ses côtés. Et quand je lui ai demandé plusieurs années après, donc il y a quelques années, là, 2-3 ans maintenant, qu'il est sorti de cette galère, lui demander qu'est-ce qui l'avait le plus aidé, il m'a dit c'est maman, c'est que tu restes zen. Et je crois que c'est parce qu'en fait, avec Yves, là, vraiment, on s'est appuyé l'un sur l'autre, et j'ai beaucoup appuyé sur Yves. Et l'homme, pour ça, il peut avoir ce regard, tu vois, d'espérance, et je me suis complètement appuyée sur lui. Chaque fois que j'avais des moments de désespoir, de doute, en me disant mais qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qui va se passer, voilà, il y avait des dangers qui le menaçaient de toutes parts. Et comment il va sortir de là? Mon mari me disait tout le temps, Béatrice, un chemin s'ouvrira pour lui. Béatrice, un chemin s'ouvrira pour lui. Ça s'est passé à Paray-le-Monial, l'été 80. Nous avions rencontré la grâce du renouveau, le renouveau que l'on dit charismatique, le renouveau dans l'esprit. Alors, quelle prière exprimer? Et alors c'est venu comme ça. Voilà, j'ai pas confiance en moi. Et je me sens comme un adolescent dans un corps d'adulte.
Alors, je me suis courbé, les frères sont venus sur moi, avec leurs mains ont prié sur moi. J'ai senti les mains du prêtre se poser sur ma tête comme ça, affectueusement, et comme les mains du Père, comment dire. Hein. Et puis, je me suis senti recouvert d'un manteau de prière. Oh, que c'était bon, comme un, comment dire, c'est pas comme un réenfantement où je sentais que très profondément, au fond de moi-même, l'Esprit Saint se mettait au travail, quoi, pour... voilà, donc je me suis relevé, et le lendemain, nous sommes partis, et sur la route, déjà, à un moment donné, mon attention a été attirée, je n'avais plus envie de me manger les ongles, alors qu'en voiture, avec le volant, j'avais plus envie. Bon, et voilà, donc, ce qui a été enclenché là, c'est une guérison progressive, progressive. Et à travers mon métier d'apiculture, les transhumances, tout ça, c'est un métier un peu militaire, hein, et, mon humanité se reconfigurait, si tu veux, un peu comme homme. Ouais, non, c'est pas très bien contrôlé. Attention pour la hausse. Il y a eu trop lourd. Allez, laisse-moi faire, je vais faire. Oh Jean, Mélanie serait là, serait pas d'accord. Et puis la hausse va céder, tu vois. Non, non. C'est vrai que j'avais pas noté ça, ouais. Putain, alors elle cédait là, t'es comme des cons. Je suis fou, hein. C'était impossible, c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est la fin du colza et des fleurs du printemps. Commence alors le temps de la transhumance, ce qui veut dire déplacer les ruches vers d'autres fleurs pour une autre récolte et proposer aux consommateurs plusieurs variétés de miel. Les acacias sont en fleurs et appellent les abeilles à venir les butiner. La récolte du miel d'acacia est généralement abondante et marque le sommet de la saison pour la famille Dufour. Pour ne pas stresser les abeilles, Yves et Jean commencent la transhumance avant leur réveil, au lever du soleil. Bon, il va y avoir quelques instants un peu chauds. On va libérer les abeilles, elles vont sortir, mais qu'est-ce que c'est ce boulot et puis, très vite quand même, elles vont découvrir les fleurs d'acacia et dire ok, ça va, on a compris. À sa retraite, Yves avait pensé arrêter l'activité des ruchers de Saint-Joseph pour laisser la place à la mielerie de sa fille aînée et de son gendre. Contre toute attente, Nicolas, le fils adoptif, désirait continuer l'œuvre de son père et a repris la direction de la petite entreprise apicole. Mais un drame a transformé le cours de l'histoire familiale. Nicolas voulait couper un arbre, tronçonner un arbre, et puis Nicolas vient me chercher pour aller tronçonner cet arbre. Je mets des résistances parce que je n'avais pas envie d'assister à cette scène. C'est impressionnant, un gros arbre. Et puis je lui dis, mais tu veux pas attendre ton père? Mais non, il est parti faire ses courses. Tu veux pas attendre ton frère? Il vient cet après-midi. Mais non, j'ai envie de le faire tout de suite. Bon. Alors voilà, donc je me suis exécutée et je devais donc lui dire si l'arbre bougeait au moment où il allait commencer à tronçonner, quand est-ce que l'arbre allait commencer à bouger. Bon. Et voilà, j'étais très, très, très mal dans cette situation, je sentais mal le truc. Et puis à un moment donné, eh bien, l'arbre est tombé et Nicolas a perdu tout contrôle et il s'est mis sous l'arbre. Et comme ça, il s'est comme protégé de cet arbre, que c'était effrayant. Voilà, et alors c'était sous mes yeux, et là j'ai vraiment cru qu'il allait mourir, quoi, que je recueillis son dernier souffle. Donc j'étais près de lui, et j'étais dans une paix très grande, quoi. Moi, je suis avec toi pour toujours, quoi.
Puis après, j'ai vu qu'il ne mourait pas, donc je me suis dit, il faut peut-être que j'aille chercher du secours. Donc je ne voulais pas le quitter en même temps parce que je pensais qu'il pouvait mourir. Puis je suis allée d'un trait, là j'ai bondi chez ma fille qui habite à côté. Et j'ai dit, appelez vite le SAMU, l'hélicoptère, enfin, c'est très grave. Et voilà, je suis revenue près de lui et j'étais vraiment dans cette paix. On a mis peut-être 2 heures pour le sortir de cet arbre. Et quand on l'a mis sur sa civière, on était pressé quand même de l'emmener à l'hôpital pour qu'il soit vite opéré. Et Nicolas a fait arrêter tout le monde. Il y avait les pompiers, les médecins, etc. Et il a dit arrêtez-vous, arrêtez-vous. Alors tout le monde s'arrête, parce qu'on transportait là vraiment dans l'ambulance, là. Et puis il a commencé à dire un Je vous salue Marie, comme ça, mais c'était complètement étonnant dans un contexte pareil. Je vous salue Marie, pleine de grâce, avec une belle voix forte là. C'était vraiment son acte de foi, alors qu'il venait de vivre un drame terrible, terrible. Il a vu tout de suite qu'il avait perdu ses jambes. Ah, c'était de toute beauté ça. Et puis voilà, il a fini son Je vous salue Marie. Alors hop, ils ont pris la civière et l'ont emmené dans le camion. Il a été opéré quelques heures plus tard. Et le diagnostic était terrible. Madame, c'est terrible, terrible, c'est catastrophique, catastrophique, catastrophique. Il aura des escarres qui ne guériront pas, il aura plein de choses, plein d'effets secondaires qui allaient être terribles. Il y a quelqu'un. Entrez. On repart. N'entrez pas. Ouais. Salut, comment vas-tu? Ça va, ça va. Entrez. Entrez. Salut, mon Nico. Voilà, je vous laisse. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais, allez. Monsieur, bonjour. Papa. Salut, fils. C'est vous? Ça fait 7 ans, oui. Ça va faire 7 ans. Tu as fait une première année d'hôpital? J'ai fait une première année d'hôpital, je suis sorti et après... Oui, c'est ça. Je suis sorti, je suis resté combien de temps dehors? 4 ans? Oui. Ouais, c'est ça, je suis resté que 4 ans dehors et j'ai fait 2 ans d'hôpital. Et bien à cause d'escarres, hein. C'est satané escarres. Oui, ça c'est compliqué de plus en plus avec les escarres. Et heureusement qu'on a soigné le dernier avec le miel, parce que sinon j'étais reparti, là je serais sur le ventre. Là. Il te fallait une surveillance médicale quotidienne. Voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais non, mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Nicolas, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement mon parole, je servirai. Le corps du Christ. Amen. Pour la piété. Je mesure la force que Dieu m'a donnée quand je me compare un peu aux gens qui vivent comme moi les mêmes épreuves. Moi je les vois abattus, je les vois complètement abattus, et puis sans force, sans espoir, sans rien, alors que moi je suis joyeux et je me sens accompagné tous les jours, hein, à cause de la foi. Et je suis pas un gros prieur, hein. Je dois dire mes 2-3 Je vous salue Marie par jour, mes 2-3 Notre Père et c'est tout. Mes parents ils sont pas trop pénibles. Jeune, j'ai eu un peu des problèmes, mais en vieillissant, je m'aperçois qu'ils sont... Mais ils ont changé eux aussi. Hein. Avant, j'ai l'impression qu'ils essayaient de vivre en tant que chrétiens, maintenant ils vivent en tant que chrétiens. Ils étaient en train de se chercher, j'ai l'impression, quand j'étais plus jeune. Donc, quand ils ont découvert la foi, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ils essayaient d'appliquer ce qu'il fallait faire pour être chrétien. Tandis que maintenant, ils l'ont complètement assimilé, donc il n'y a plus ces barrières de dire tu ne regardes pas la télévision, fais pas ci,
Et pas ça, maintenant, ils le vivent, quoi, ils le transpirent. Donc ça devient plus une barrière, quoi. Mais disons que toutes les règles m'ont été un peu dures à vivre, c'est vrai. Mais après, en vieillissant, heureusement qu'elles étaient là, quoi. Parce que c'est ce qui me permet maintenant d'être bien dans mes baskets. Quand j'ai été mal, que je me suis drogué et tout ça, quand je savais plus où me rattacher, j'ai eu cette petite voix qui me dit « Mais si, la vérité, elle est là ». Et c'est ce qui m'a permis de me reprendre. Sans cette éducation et tout ce qu'ils m'ont inculqué, je serais perdu. Ça, c'est sûr et certain, c'est clair et net. Hein. Je serais perdu, là, je sais pas où je serais. À une époque, il y avait 5 enfants sur 6 qui allaient mal. Et il a fallu faire ces actes d'abandon. Et on l'a fait vraiment pour chacun. Pour Nicolas, 36 fois. Une fois, Nicolas, il m'appelle et il me dit... il nous fait un SMS et là, il nous signifie qu'il veut se suicider. Et il me parlait souvent du suicide, de tel acteur, telle actrice, en nous disant que c'est très bien ce qu'ils ont fait, etc. Et c'était dans les débuts, peut-être après 2 ans d'handicap déjà. Et donc, il m'envoie un SMS, c'était clair, cette fois-ci, il allait passer à l'acte. Immédiatement, quand je lis ça, je prends mon sac et je dis à Yves, j'y vais. Et Yves me dit, non Béatrice, on va à l'oratoire et on va faire un acte d'abandon. Je vais à l'oratoire, je pose mon sac et je ne suis pas allée là-bas. Et il m'a dit, non, c'est plus nous là, c'est nous à faire du racolage, du machin, raccommodage, mais c'est pas ça. On va vraiment le confier, il est entre les mains de Dieu, son destin ne nous appartient pas. Et on reste là, et on prie, et on l'abandonne entre les bras miséricordieux de Jésus. Le lendemain, on ne m'appelle pas, à 7h30, je me dis, il ne s'est pas suicidé, les infirmières ne m'appellent pas. Et dans la journée, il nous envoie un autre SMS en nous disant, je voulais vous dire merci, parce que c'est vraiment votre présence, c'est vraiment tout ce que vous m'apportez, vous m'aidez. Et je me dis, mais on n'a rien fait, on n'est pas allé là-bas, mais on a fait l'acte d'abandon. Et lui, il a reçu. Voilà, le divin est passé de nous et il a agi dans le cœur de Nicolas pour lui redonner le désir. Et ça, c'est tout le temps avec Nicolas. Hein. Il y a 3 semaines, c'était la même chose avec son histoire d'escar qui s'était réouvert. Voilà. Bonjour Bruno. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Allez, à plus. C'est toute la famille, ça va bien? Ah ouais, bravo. Bravo, je vois... Oh, je vois, il y a quoi la prochaine musique de ma foi. Ah, d'accord. De la musique. Ça, là, c'est calme. Attends, mais il faut la déplacer, il faut la mettre au milieu, celle-ci. Ouais, tout va bien se passer là-bas. Jean, elle est au milieu, prends-la avec moi. Enlève-le.
Là, s'il y a 2 reines dans la ruche, là, il y en a une qui crève. Hein. Elle essaime tout de suite, elle essaime jamais. Tu sais bien ça, non? Oui. Et si là, en ce moment, il y a 2 reines, c'est pas possible, c'est pas fonctionnel. Ouais, bah, c'est essaimé. Là, elle serait déjà en train de s'aimer si elle avait 2 reines. Là, on la verrait, on verrait plein d'abeilles qui partiraient. Ah ben, elles ne peuvent pas vivre, c'est pas possible. 2 reines dans une ruche, t'as vu la vie? C'est vrai, mais tu bagarres et la oui, bah oui, voilà. Mais je veux dire, pourquoi tu dis qu'en laissant la hausse, en empêchant qu'elle essaime? Non, mais tu vois ou pas? Je sais pas, mais je sais pas. Je comprends pas pourquoi tu dis un truc pareil. Ça peut pas essaimer, là, c'est pas possible. Une ruche ne sème pas sans reine. Si tu veux qu'elle fasse, c'est l'abeille toute seule. En tout cas, il me faut une hausse pour cette ruche-là, je veux dire. Celle-là, là. Les abeilles, c'est EI. Sans ça, ça fait des abielles. Les saveurs d'acacia sont enrichies. Sa robe est donc plus dorée. Ah non, bah non. Cette année, on pourrait dire que les acacias nous ont boudés. Parce que... Mais on parle pas des quantités ou des... C'est pas ça qu'on va leur dire. Ce qu'on va leur dire, c'est... Des fleurs qui le composent, quoi. Enfin oui, ouais, du coup, les acacias nous ont boudés. Les acacias nous ont boudés. Et du coup, les abeilles se sont rabattues sur les aubépines et les ronces. Les ronces, moi je sais pas en fait. Les aubépines, les tilleuls et les ronces. Ah, ça disparaît. On peut pas mettre ça? Mais c'est délicat, ouais. Enfin, on peut dire que sa pureté est moindre par rapport aux autres années, mais ça nous offre une... C'est-à-dire que pureté, ça a une connotation négative, je trouve. Ouais. Alors moi, je mettrais acacia en gros, et puis en petit à côté, et aussi... Mais on ne sait pas ce qu'il y a aussi. Ah bah c'est certain. C'est certain. Sûr, il y a du tilleul et il y a des ronces. C'est les 2 gros trucs. Il faut encore déplacer les ruches, cette fois à l'orée d'un bois de châtaignier. Après quelques mois passés auprès de son père, Jean a pris de l'assurance et désire développer l'entreprise familiale. Il aime particulièrement transmettre à ses clients des conseils de santé, en vantant les vertus curatives du miel et de ses produits dérivés, comme la propolis ou la gelée royale. Point délicat avec la maison familiale, c'est que mes parents, quand ils ont adopté 3 enfants, dans le cours des choses, c'était logique et ça allait de soi. Tout ça a un déroulement logique en fait. Mais moi, quand j'arrive, ou mon frère quand il arrive, on est arrivé sur... Enfin, tout ça, c'était pas prévu qu'on arrive. Du coup, on est arrivé comme ça et c'est sûr qu'en fait, on arrive sur des passés lourds et qu'on comprend pas. Mon grand-père, c'était un raccommodeur de vaisselle. Et c'était un métier qui était très pratiqué dans le temps, raccommodeur de vaisselle. Il raccommodait des faïences, il remettait des morceaux entre eux et il les recollait de façon à ce qu'on retrouve l'objet initial dans son intégralité, qui n'est pas vraiment l'objet initial puisqu'il a été recollé. Donc il y a quelque chose comme une valeur ajoutée, une volonté de reconstruire, quoi. Quelque chose de beau en fait. Et c'est vrai que moi, je me ressens un peu dans je me ressens bien là-dedans, quoi. Je pense aussi que je suis un peu enfin, j'aimerais être un raccommodeur, quoi. J'aimerais raccommoder les morceaux cassés. Mais après, à un moment donné dans mon adolescence, j'ai compris que c'était pas possible comme je le voulais, ou je sais pas. Et du coup, j'ai eu un peu peur que tout ça me prenne trop et je voulais me libérer, quoi, de ma condition. Je sais pas vraiment pourquoi je suis parti. J'ai parti parce que je pense que mon être en avait besoin. Il voulait ça, quoi. Je pense que c'était une erreur, mais non, pas une erreur. C'est juste la vie qui fait son cours, quoi. Et de revenir, ça a été la même chose.
c'est pas possible. On peut pas laisser une entreprise familiale tomber. Du coup, je suis reparti direct. Je me suis dit, ah ouais, il faut que je fasse quelque chose. Non, mais en même temps, tu commences à y voir clair, tu attrapes le fil rouge pour ton fonctionnement l'année prochaine. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. C'est le fil rouge qui est bien sûr. Là-bas. Je pense que faut essayer de choper J'ai l'impression que c'est un peu. Enfin il faut caler quelque chose quoi. Dès que ça sera calé, ce sera plus simple. Donc c'est pas calé. En gardant toujours à l'esprit que les années se suivent, se ressemblent pas. Et qu'on n'a jamais la pleine maîtrise de la nature nous dépasse. Quoi. Ouais, des paramètres, la nature, l'environnement. Quoi. Ça nous fait rester pauvres et petits face à tout ça. Ouais, c'est ça, il faut apprendre l'humilité. C'est un chemin. Ok. Non, ça me fait plaisir tout ce que tu vis là. Vraiment, tu pénètres dans le secret de l'abeille. Je veux dire, si tu vas plus loin que moi. Voilà. Bon. Mais là, moi je tape. Tu veux taper? Ah oui, comme ça, d'accord. On n'y arrive pas, secoue la branche. Ouais. Voilà. Bravo. Mais je crois que t'as pas la reine. Le couvercle. Ah. Non, merde. Tac. Tac, 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 tac. Alors, les piqûres, ça commence. Les abeilles, elles font partie d'un tout. Si elles sont hors du tout, elles vont être dans l'angoisse, elles vont être dans... C'est là que c'est terrible en fait. Moi, j'ai pas de peine à voir une abeille mourir, mais j'ai de la peine à la voir mourir seule, qui est perdue quelque part. J'ai de la peine de voir des abeilles qui sont pas sorties du camion et qui sont restées dans le camion et qui sont pas avec leur ruche, quoi. Ça, c'est pas normal, quoi, parce que c'est... Là, vraiment, elle rentre dans une angoisse. Forcément, il y a un stress qui doit se créer. Et c'est pas où est sa place, quoi. Dans la ruche, elle a toujours sa place. Cette unité qui était absolument improbable à faire, vu les horizons si variés, si divers, d'où venaient nos enfants, plus tout leur parcours aussi tellement particulier pour chacun et peut-être difficile à comprendre les uns pour les autres, et bien que là, une unité se réalisait parce qu'ils ont tous eu le même père et la même mère, et que c'est en fait un trait d'union incroyable et qui demeurera au-delà de tout et de toutes les difficultés, de tout. Il y a ce trait d'union. Et j'ai beaucoup aimé ma fille aînée qui nous a dit merci de vous être aimée pendant ces 50 années, c'est ce que vous nous avez donné de plus fort. Voilà. Et je me dis effectivement, les handicaps, les faiblesses, nos faiblesses étaient là, mais il y a eu de l'amour, des pardons qu'on s'est donnés mutuellement et qui ont nourri notre amour, qui ont fait grandir notre amour, tu vois, au fil des années. C'était pas un long fleuve tranquille, notre vie familiale, et de couple non plus. Mais tout ça, les enfants disent ça a été leur nourriture et ils nous remerciaient vraiment de cela. Et je trouve que c'était très, très juste et très beau, quoi.
quelle belle soirée pour mamie et puis papy, famille, amis réunis en ce jour de nos noces d'or. Que de beaux moments vécus pendant ces 50 années. Nous vous disons tous merci. Vous invitons maintenant. Attends. Viens danser mamie, viens danser papy, tout comme vous aimiez tant quand vous aviez 20 ans. Sur cette terre qui vous rappelle combien la vie est si belle, joyeuse.